On est en 1940. La Seconde Guerre mondiale enfin, la France retrouve son indépendance et le pays célèbre sa renaissance. Mais loin des fêtes et des discours, une autre vérité se joue, celle des tirailleurs sénégalais. Ces hommes qui ont donné leur vie, leur sang et tout ce qu'ils avaient pour sauver une nation qui n'était même pas la leur. Ils ne demandent ni statut ni honneur, juste la reconnaissance qu'ils méritent. Mais à Thiaroye, ils n'obtiennent ni honneur, ni justice, ni reconnaissance, ni un massacre. Bonjour, bonsoir, je suis Papa Maïsango. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire tragique des tirailleurs sénégalais. En 1939, la Seconde Guerre mondiale commence. L'armée française est débordée, affaiblie et rapidement écrasée par l'Allemagne nazie. Alors, comme toujours, elle se tourne vers ses colonies. Elle fait appel à des milliers de tirailleurs venus du Sénégal, du Mali, de la Burkina Faso et du Bénin. Ces tirailleurs vont être placés sur le front européen dans des conditions atroces. Beaucoup seront capturés, affamés, humiliés et soumis à des travaux forcés. D'autres vont mourir par maladie, d'épuisement ou simplement pendant la guerre. Quand la guerre prend fin, les tirailleurs doivent rentrer chez eux. À Morlaix, 2000 tirailleurs sont attendus pour embarquer. Mais un problème surgit, l'argent. 315 d'entre eux refusent d'embarquer s'ils ne sont pas payés. Finalement, 1550 tirailleurs finiront par embarquer avec l'ultime promesse d'être payés une fois arrivés en Afrique. Mais les chiffres officiels ne tiennent pas debout. D'après le rapport français, 400 tirailleurs auraient refusé de monter après l'escale à Casablanca. Pourtant, un officier britannique qui était avec les tirailleurs dans le bateau a affirmé clairement dans son procès verbal que tout s'est bien passé à Casablanca. Alors, si ces 400 tirailleurs sont bien arrivés à Dakar, pourquoi on n'en a pas de traces? Où sont passés ces 400 tirailleurs? Pourquoi aucun témoignage ne concorde avec ce rapport? Il est évident que les Français tentent de nous cacher quelque chose. À Dakar, les tirailleurs arrivent affamés, épuisés, mais pleins d'espoir. On leur doit leur solde, leur indemnité, leur prime de démobilisation. Mais les officiers les annoncent l'impensable. Vous serez payés une fois rentrés dans vos villages respectifs. 500 d'entre eux ont refusé de rentrer. Les officiers, incapables de les calmer, font appel à leur supérieur, le général Marshal Dagnan. À son arrivée dans le camp, les tirailleurs ont bloqué sa voiture, l'obligeant à écouter leurs revendications. Il leur promet alors de faire tout son mieux pour qu'ils soient payés. Mais vous vous en doutez bien, il ne fera rien pour les aider. Après cela, le général Dagnan rentre à Dakar et déclare que les tirailleurs étaient en état de rébellion. Il ordonne une opération de démonstration de force. Et c'est le lieutenant-colonel Lebert qui est chargé de cette opération. Le 1er décembre 1944, vers 8 h, des tirailleurs venus de Saint-Louis, accompagnés des officiers européens armés, encerclent silencieusement les baraquements où dormaient les tirailleurs. Quelques minutes plus tard, 3 automitrailleuses, un char et 2 half-track rejoignent le dispositif. Le camp est complètement encerclé. À 8 h 30, les tirailleurs ont reçu l'ordre de se rassembler à l'esplanade du camp. À partir de là, tout bascule. D'après sa version officielle, le général Dagnan affirme que, à 8 h 55, les tirailleurs auraient tiré en premier sur l'armée française. Il parle de soldats blessés. Il parle d'un ultimatum à 9 h 20. Il parle de riposte. Mais cette version est mensongère. Lors du procès qui suivra, un officier français, Lettre, déclare qu'entre 8 h 45 et 8 h 55, ce sont les Français eux-mêmes
qui ont tiré en l'air sur ordre du lieutenant Lebert. Et ce n'est pas tout. Pour appuyer leur version officielle, les autorités présentent au tribunal un tirailleur du service de l'ordre, blessé, pour faire croire qu'il avait été touché par une balle tirée par les tirailleurs. Mais une expertise balistique montrera que la balle ne pouvait provenir que des mitraillettes, l'arme des soldats français. Conclusion logique, irréfutable. Les tirailleurs n'étaient pas armés. Les tirailleurs n'ont jamais tiré. L'armée française a tiré sur des hommes sans défense. Alors, sous ordre du lieutenant-colonel Lebert, les chars avancent, les mitrailleuses crépitent, les hommes tombent. Certains tentent de fuir, d'autres lèvent les mains. Le feu ne s'arrête que lorsqu'il ne reste plus de résistance ou plus de vie. Un tirailleur chargé d'enterrer les corps expliquera plus tard que les soldats blancs leur ont ordonné de creuser une grande fosse et d'y jeter les corps. Officiellement, on parle de 35 morts. Officieusement, les archives, les chiffres de répatriés et les témoignages indiquent entre 200 et 300 morts, peut-être plus. Quelques jours plus tard, un procès d'express est organisé. Les survivants ne sont pas des victimes, mais des accusés. Ils seront emprisonnés, condamnés à des travaux forcés et déclarés mutants. Ceux qui restent en vie seront amnistiés 3 ans plus tard, en 1947. La France, au-delà de l'injustice, de la souffrance infligée aux tirailleurs, il a tenté d'effacer leur histoire en les enterrant dans des fosses anonymes et en salissant leur honneur. Cela montre à quel point la France est prête à aller loin pour préserver son statut de puissance coloniale. La question que je vous pose est la suivante. Où sont les pays africains pendant ce temps? Pourquoi seul le Sénégal semble vraiment se préoccuper par la mémoire et la justice de ces tirailleurs? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous demande de vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao.